Est-ce que vous pensez qu'avec Migration, vous avez réinventé le style Illumination ? On a fait les premières et les gens pleuraient sur le Je t'aime ou dansaient sur la danse. On était là, ok, on n'a rien compris. Pourquoi il m'a contacté voilà, moi je pensais qu'il y avait un quiproquo, tu vois. Je sais pas faire 3D, je sais pas. Même si des Ernest et Célestine, il y en a eu d'autres. Il y a eu une suite. Moi, j'étais pas trop pour. Wow. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Benjamin Rainer et Guilo Homsi, les co-réalisateurs de Migration, le dernier film d'Illumination Entertainment. Benjamin et Guilo nous livrent les secrets de fabrication d'un film d'une si grande envergure. Ils reviennent sur la confection du scénario, la conception des personnages, la conception de ces paysages époustouflants qui sont dans ce film incroyable. Ils reviennent aussi sur ce qui fait la particularité de Chris Meledandri, ce producteur iconique, et nous partagent aussi leur point de vue sur les IA qui sont en train d'envahir finalement le monde de la création. Si cette conversation vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Merci infiniment pour votre soutien. Bonne écoute à vous. Benjamin et Guilo, bienvenue sur Anima Show. Merci. Ça me fait trop plaisir de vous voir ici. Et bah pareillement. Vous inaugurez ce nouveau studio Anima Show. Magnifique, on sera à joli. LA. C'est clair. Ouais, il y a une petite il y a le ciel bleu, il y a le soleil, Californie, il fait beau etc. Bah ouais. Vous avez été il y a pas si longtemps finalement. Bah avec ouais, ce super exactement. film. C'est pour ça on a une bonne référence, on sait à quoi ça ressemble et c'est exactement ça. Et justement, on pouvait se penser qu'à l'époque, les films d'Illumination, on savait à quoi ça ressemblait, avec un peu ce style, etc., 3D, très, j'ai envie de dire, gourmand, on va dire. Est-ce que vous pensez qu'avec Migration, vous avez réinventé le style Illumination ? Wow. Réinventer, je pense pas, parce que moi je sais quand je suis arrivé sur le projet, il y avait moi je viens plutôt de la 2D traditionnelle. J'ai fait 2 films avant qui s'appellent Ernest et Célestine et Le Grand Méchant Renard, qui ont un style plutôt aquarelle. Enfin en tout cas on essaie d'imiter l'aquarelle et c'est vrai que quand je suis arrivé il y a pas mal de gens qui me disaient tu vas faire un film à l'aquarelle, à Illumination, super intéressant. Puis moi je disais non, il y a un savoir-faire dans le studio qui est vachement lié justement à quelque chose de très photoréaliste presque. Enfin, ce qui est génial avec les Mignons par exemple, c'est que t'as l'impression que tu peux les toucher, quoi. Enfin, qu'ils existent, qu'ils ont des matières assez incroyables. Donc je suis arrivé avec mon savoir-faire, mais je voulais aussi profiter du savoir-faire du studio. Donc on a plus essayé de trouver justement un dialogue et une sorte de langage commun pour le film. Donc je pense qu'effectivement Migration est différent du graphisme d'autres films, mais c'est pas non plus, tu vois, un changement comme peut avoir vécu Sony en passant de, je sais pas, Emoji Movie à Spider-Verse, quoi. Tu vois, où là il y a vraiment un truc très très fort dans le changement de graphisme. Nous c'était un peu plus mesuré, mais effectivement moi j'ai beaucoup de références à la peinture, à l'impressionnisme, des choses comme ça, toujours à demander à ce que les images soient simples. Je suis arrivé au studio et je disais à tout le monde, moi j'ai qu'une hantise, c'est qu'on puisse compter le nombre de feuilles dans les arbres ou le nombre de brins d'air par terre, parce que ça me brouille les yeux, donc faites quelque chose de simple, au contraire, les compositions calmes, simples, et en plus ils m'ont mis Guilo, c'était nouveau du coup de travailler avec un réalisateur qui faisait de la 2D initialement et qui voulait justement apporter un peu moins de détails 3D, quoi. Bah moi en fait ça m'a plu tout de suite parce que c'est vrai que moi j'ai fait beaucoup de films à Illumination avant et si tu veux le côté très réaliste des décors, etc., des fois j'avais vraiment une envie d'avoir quelque chose d'un peu plus pictural. Et vraiment, le film que j'avais fait avant, c'était Signe 2. Et si tu veux, j'étais un petit peu frustré sur certaines choses, sur la lumière, etc., qui était très, très, très réaliste, où des fois, on pouvait aller un peu plus loin dans quelque chose de vraiment plus pictural. Et quand j'ai commencé à discuter avec Benjamin, qui m'a dit, ouais, moi, j'aimerais avoir quelque chose d'un peu plus pictural, moins réaliste sur les décors, etc. Et au début, on faisait beaucoup de tests avec le studio. Tu te rappelles, c'était pas gagné d'avance. Ouais. Et on a eu même des moments où Benjamin me disait, je pense que finalement, on va peut-être pas réussir à avoir ce qu'on veut. Et moi, j'étais, si, on va se battre, on va y arriver, etc. Et au final, je trouve que le mix, c'est vraiment un mix, je trouve, entre parce que c'est quand même, ça reste réaliste, Migration. Ouais, c'est hyper réaliste. Je veux dire, on sent les matières, on sent, etc. Et en même temps, on a joué vachement sur, si tu veux, sur la profondeur des décors, où plus on s'éloignait, c'était ce que disait Benjamin au début, plus on s'éloigne, plus ça devient finalement moins détaillé, moins précis, comme ce qui pourrait se passer en caméra, quoi. Si on avait une caméra réelle qui filmait, quoi. C'est ça qui m'a vraiment bluffé, moi. Donc j'ai eu la chance de voir ce film. J'invite tout le monde à aller voir ce film parce qu'il est quand même incroyable. Parler de l'histoire pour ceux qui connaissent pas encore le film. On part dans ce fly trip même avec cette famille de canards et ils passent par des endroits extrêmement beaux, parfois intimidants, parfois et tout ça c'est retranscrit à l'image avec vraiment c'est génial, quoi. Donc déjà félicitations pour ce travail. Merci. En termes de graphisme. Franchement c'était super beau. Et puis
ça permet en tant que téléspectateur de ressentir les mêmes émotions que les protagonistes, quoi, qui sont qui plus est une famille. Donc quand vous allez voir en famille, c'est parfait, quoi. Donc bravo pour ça. On reparlera un peu du style et les choses comme ça. Ce que je tiens à dire, c'est que là, tout de suite, à l'heure actuelle, il fait quand même des beaux chiffres, le film, puisque pour un budget de 72 millions de dollars, on a passé la barre des 206 millions de dollars au moment où on enregistre, là. C'est super. Franchement, félicitations pour ça. Merci. C'est pas le cas de tous les films d'animation qui sont sortis cette année. Donc, les nouvelles licences. Surtout les nouvelles licences, puisque Illumination, finalement, c'est un ensemble de licences comme Les Mignons, comme Sing, etc. Donc là, peut-être une nouvelle licence qui est naissante, quoi. Et vous avez conscience de ça, justement, que potentiellement vous êtes à l'émergence on va dire, un effet pop culture, quelque chose qui va rester dans la pop culture? Alors moi, à titre personnel, pas trop, parce que j'avoue que j'ai l'habitude de travailler plutôt sur ce qu'on appelle les one-shots, quoi. Enfin, tu vois, de faire un film et puis de passer à un autre. En fait, j'ai du mal à... Ernest et Célestine, il y en a eu d'autres. Oui, il y a eu une suite. Moi, j'étais pas trop pour, enfin, pour être très franc, qu'il y ait une suite, même si je la trouve très bien et je suis très content qu'il l'ait fait. Enfin, j'étais pas trop pour le faire moi. Enfin, après, c'est très personnel. Je dis pas que j'empêcherais les gens de faire des suites et j'empêcherais pas Illumination de faire une suite de Migration. C'est juste, je sais pas si moi j'ai le courage de reprendre les mêmes personnages, de retourner avec Enfin, parce que ce film, ça a mis 5 ans à se faire. Bon, 5 ans avec les canards, c'est un peu long, quoi. Enfin, j'adore les canards, encore une fois. Moi, ce qui nous ramène avant le Covid, quasiment. Oui, c'est ça, le film alors, il a peut-être été un peu plus long à cause du Covid aussi, mais bon, ça, quoi qu'il en soit, ça reste très long. Donc, moi, je réfléchis plus. Enfin, j'aime bien une nouvelle histoire, un truc comme ça. Peut-être dans 5-10 ans, je sais pas s'ils font une suite, je serais peut-être partant, ça m'étonnerait, mais si ça arrive, je serais très content. Enfin, j'ai adoré de créer les personnages. Et je les adore, tu vois, en tant que tel, je serais content d'y retourner et en même temps, j'ai envie de découvrir de nouveaux horizons, quoi. Je comprends la démarche, et puis c'est une démarche aussi artistique, quoi, de se dire, je vais pas rester tout le temps dans le même canevas, je vais essayer de changer autour de ça. Moi, j'ai plusieurs questions, on va parler de plein de choses, mais déjà, est-ce que vous pouvez parler du film pour ceux qui l'ont pas vu, en fait, qu'on pourrait inviter à regarder sur les plateformes ou au cinéma, puisqu'il est encore au cinéma? Bah ouais, tu me lances ou tu te lances? Allez, je peux me lancer. C'est un film, comme tu l'as dit, donc c'est une famille de canards qui vit dans son étang, dans un endroit assez magnifique où tout se passe plutôt bien. En Nouvelle-Angleterre. En Nouvelle-Angleterre, exactement. Ah oui, ah oui, précis. C'est beau. Et du coup, c'est une famille dont le père, donc, qui s'appelle Mac, est un personnage qui est assez angoissé, qui aime contrôler tout ce qui se passe et en fait qui a peur réellement de l'extérieur, du monde extérieur. Et un jour, il rencontre des oiseaux qui reviennent de migration. Et ça crée une envie de partir en migration et de voir le reste du monde pour la maman et les enfants. Dax et Gwen. Ouais. Et du coup, il comprend qu'il a pas le choix, qu'il doit faire un pas vers sa famille. Et du coup, il décide de sortir de sa zone de confort et vivre l'aventure. Et de s'embarquer dans ce road trip avec pour destination la Jamaïque. Ouais, tout à fait. Parce qu'il y a cette famille de canards qui est en escale finalement dans leur étang à eux. Ouais. Et la fille Kim rentre en connexion avec Dax, qui lui en plus tombe sous son charme. Et puis elle lui explique qu'ils vont partir dans un endroit merveilleux où il se passe plein de choses. Où les animaux, les oiseaux sont super beaux. Il fait beau, il y a plein à manger, il y a des bananes. Et donc ça éveille forcément l'esprit aventurier d'un jeune ado, comme en fait on pourrait le vivre en famille. Ouais. Et finalement, il décide d'aller un peu essayer de convaincre le père qui lui effectivement est craintif, même protecteur, quoi. Il a envie finalement de mettre de la safety autour de sa famille. Ouais, c'est vraiment sensible parce que en fait, on comprend chacune des dynamiques de chacun. Mais c'est ce qui m'avait séduit en fait dans le projet, c'est quand j'ai rencontré Chris Melandri qui m'a pitché le truc, il parlait vraiment de sa propre expérience. Enfin, de ça, quoi. Enfin, de cette peur de laisser son enfant partir, même de changer sa routine, de tous ces trucs comme ça. Et du coup, moi, ça m'a vachement touché parce que c'est pas la première fois, mais c'est plus rassurant quand tu travailles avec un producteur et qui te parle d'émotions directes plutôt que de dire on va faire un film avec et puis ça va ressembler à machin, mais cette version-là, quoi. Tu vois, genre on va faire Les Mignons, mais mélangé avec Frozen, quoi. Enfin, j'exagère. Il a jamais pitié comme ça, en fait. Non, il m'a parlé il me parlait de ses expériences même presque intimes, tu vois. Je fais waouh, c'est super de pouvoir parler de ça. Comment je parlais vous êtes des miennes. Avec Chris Melandri. Donc Chris Melandri, bon, j'imagine que tout le monde sait, mais en gros, c'est le patron de Illumination.
Carrière incroyable dans le cinéma d'animation. Ouais, pas que, hein, il a fait du cinéma live. Il a fait du cinéma live aussi, c'est vrai. Il a commencé là-dedans. Star Rocket, Sister Act. Star Rocket, je savais pas que c'était lui, ça. Il est quand même... il a toujours un truc très universel, hein, c'est étonnant. Très Jamaïque. Très Jamaïque aussi. Il a une connexion. Il doit passer ses vacances en Jamaïque, j'imagine. Bon, en tout cas, voilà, moi je trouve que ce type est extraordinaire. Et donc, comment ça s'est passé, la rencontre avec lui? À quel moment, finalement, vous vous êtes trouvé embarqué dans ce projet? Hop, je vous arrête 2 minutes. Je tiens à remercier nos sponsors 22 Musique, les professionnels de la composition et de la création musicale qui accompagnent depuis plus de 20 ans les productions de films et de séries, ainsi que Toon Boom, la société qui édite des logiciels d'animation 2D, de storyboard et de la gestion de la production. Retour à la conversation. Bah, pour moi, en fait, c'est vrai que moi, je connaissais pas le studio. Je venais, comme je disais, de petits studios. Ouais. Petits studios. J'avais fait Les Armateurs et Folivaré, qui sont des studios à moindre échelle, mais quand même des gros studios, tu vois, pour l'industrie française, mais par rapport à l'industrie hollywoodienne, c'est tout petit. Et en fait, je pense que, je sais pas pourquoi, il m'a contacté. Le truc, c'est qu'Ernest et Céline ayant été nommé aux Oscars, bien sûr, ouais. Il m'avait un peu repéré peut-être de cette manière, donc il m'a contacté en me disant est-ce que voilà, j'aurais un projet, ça t'intéresse? C'était en 2017, fin 2017, D'accord. Quelque chose comme ça. Puis on s'est rencontrés, comme je te dis, c'était super bien passé. Moi, j'y allais en mode... Au Festival d'Annecy ou en Californie? Non, c'était chez lui, c'était à Paris. Enfin, chez lui, ça, dans le studio, à Paris, quand il vient à Paris, parce qu'il est en général à Los Angeles. Il m'a proposé de passer. Et puis voilà, moi je pensais qu'il y avait un quiproquo, tu vois. Je sais pas faire 3D, je sais pas. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis comme il me parlait d'un projet, je me disais, ça a l'air assez drôle, mais je sais pas si je sais le faire. On peut commencer à bosser ensemble, donc on voit comment ça se passe. Ouais, il m'avait filé le scénario qui était déjà fini. Ça faisait 1 an qu'ils étaient en train d'écrire le scénario. Okay. Et du coup, moi, c'est comme ça que j'ai rencontré Chris. Guilo, toi, t'es. Moi, c'est un peu différent. Ouais. Moi, ça remonte d'un peu plus longtemps. Ouais. Parce que moi, je suis arrivé à Elimination en 2008. Mais parle-nous de ton parcours, effectivement, c'est intéressant. En fait, je travaillais dans un autre studio français qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait Attitude Studio, qui était un gros studio à l'époque, qui faisait beaucoup de cinématiques, de jeux vidéo, des séries, etc. D'accord. Et si tu veux, c'était encore une époque où les longs métrages, c'était un petit rêve de tous les gens qui travaillaient dans le milieu. Si tu veux, il y avait peu de longs métrages qui étaient faits en France à l'époque. Il y avait eu Renaissance, je sais pas si tu vois ce film en noir et blanc, qui a été fait. Il y avait eu Kaina aussi, qui a été un film qui a duré 15 ans de production, je crois, 10 ans, enfin un truc assez monstrueux. C'est dur, et où c'était un peu difficile leur sortie. C'était le début de la 3D aussi. C'était vraiment le début, et si tu veux, donc on était vraiment sur les pubs, les cinématiques de jeux vidéo et la série, quoi. Et un jour, je reçois un coup de fil de MacGuff à l'époque, c'était pas encore Elimination, qui me dit il y a un projet américain, donc ils ne disent pas grand chose, et un test pour trouver quelqu'un du layout. Alors layout, c'est le département qui s'occupe de tout ce qui est caméra. Donc c'est pour ça que je faisais des petites blagues à ton réalisateur. Du coup, donc c'est tout ce qui est caméra, c'est comment filmer en fait les personnages pour raconter l'histoire. On voit le positionnement de la caméra, on voit le temps de la scène, on sait exactement la durée de la scène. En fait, si tu veux, on transforme le storyboard en 3D. Ouais, c'est donc ça. Avec les caméras, on choisit les focales, exactement comme sur un tournage. Ouais. C'est le directeur photo un peu, si tu veux, au niveau caméra. Et donc ils cherchaient quelqu'un qui faisait ça. Moi, je faisais ça à Attitude, et ils nous disent il y a un gars de chez Pixar qui va superviser ce département. C'était Kyle Balda à l'époque. D'accord. Donc il y a un test, il cherche un senior, il y a un test, est-ce que tu veux le faire? Et donc j'étais là, oui, on va faire le test. Et du coup, on arrive et on était pas mal à passer ce test sur 2 jours. Et j'ai été choisi. Tu te souviens de l'exercice en l'occurrence? Tu peux en parler? Oui, je peux en parler. Ils travaillaient sur Patestan à l'époque à MacGuff, la série, et qui est réalisée par Pierre d'ailleurs. Et du coup, j'avais eu des scènes de Patestan où je devais faire une séquence de dialogue très simple et une séquence plutôt action, etc. Et donc, je devais faire un peu toute la mise en scène, la maquette en fait. C'est comme un storyboard 3D de ça. Et donc il m'a choisi, et c'est comme ça que je suis arrivé sur le projet Evil Me, donc à l'époque Despicable Me en fait. Oui, oui, parce que ils ont changé le nom. Et si tu veux, ce qui était assez incroyable, c'est qu'à l'époque, Elimination, c'était personne, ça n'existait pas, on ne connaissait pas. Donc j'ai connu cette excitation de faire un projet. On n'était que 50, on fait un film. On est content de faire un film déjà à l'époque, vraiment de faire un long métrage, on se rend pas compte, mais à l'époque c'était déjà je travaille sur un long métrage, et après le succès qui est arrivé et tout, et donc voir l'évolution du studio. Et moi je suis resté donc dans le studio, j'ai enchaîné avec Lorax, Despicable Me 2, je suis passé à la supervision du département dont je te parlais, le layout sur Mignon de Coffin, et après j'ai enchaîné avec les Sing,
Grinch, Sing 2. Et puis un jour, j'ai Monsieur Mélénandry qui m'a appelé, qui m'a dit ce serait bien que tu passes à la Coréale. Trop bien. Voilà. Et donc, tu es devenu co-réalisateur. Exactement. Précis. Okay. Et je savais pas du tout sur quoi. Et un jour, il m'a appelé, il m'a fait je pense que tu ferais une bonne équipe avec Benjamin. Et j'ai fait. Et ça, à ce moment-là, je regardais Le Grand Méchant Renard avec mon fils. J'ai fait bon, c'est un signe, c'est parti. Et puis, je sais pas, c'est qu'il regardait en boucle le film. Non, mais en plus, c'est pas faux. Mon fils regardait en boucle ce film-là. Le Grand Méchant Renard, c'est génial. Donc, c'était marrant. Et surtout, le premier truc que je me suis dit qui était drôle, c'est que j'avais rencontré Benjamin dans le studio, genre 6 mois avant, physiquement. On s'était croisés. Et je lui avais donné mon bouquin du Grand Méchant Renard dédicacé. Et le premier truc que je me suis dit, c'est mais il va peut-être me faire une dédicace plus rapidement que les autres, du coup. Il a eu au bout de 5 ans. Au final, c'est le dernier, je crois. C'est le dernier à l'avoir eu. Parce qu'on voyait tous les jours. Non mais super parcours en tout cas, tu as fait tes classes au sein du studio. Et justement toi tu viens de la BD initialement, quasiment, enfin du dessin. Parle-nous aussi justement de comment t'es arrivé à réaliser des films d'animation. Bah en fait non, moi j'ai fait les Beaux-Arts d'Angoulême. En fait moi c'est bizarre parce que j'ai fait les Beaux-Arts d'Angoulême plutôt pour faire de la bande dessinée. Et c'est aux Beaux-Arts que je me suis mis à faire de l'animation. Donc j'ai fait une école derrière qui s'appelait La Poudrière, qui était une école d'animation. Donc si tu veux, la BD j'ai mis ça de côté un peu. Enfin j'ai jamais vraiment mis de côté, mais ce que je veux dire c'est qu'à la fin de La Poudrière j'ai commencé à faire de la BD en blog. Et puis en fait je suis sorti de l'école, mais là je bossais dans l'animation. Parce que la bande dessinée, en vivre, quand tu commences, c'est très compliqué. Donc, il y a beaucoup d'ailleurs d'auteurs de BD qui sont à cheval entre le monde de l'animation et le monde de la bande dessinée. Puis on comprend, pour moi, c'est les mêmes familles, en fait. Clairement. Sauf du graphisme. Et du coup, en fait, j'ai jamais vraiment... je viens pas vraiment de la BD. En fait, je fais les deux, quoi. Mais sans vraiment me dire, je suis un auteur de BD, point, ou un animateur, point. Je fais un petit peu des deux, quoi. Et tu continues aujourd'hui à faire de la BD? Ouais, j'essaye. Cool. J'ai des projets après. Est-ce que ça va se concrétiser? Je sais pas, mais j'aimerais continuer à en faire. Merci pour revenir sur votre background. C'est intéressant même pour l'audience finalement de comprendre comment vous vous êtes construit et comment vous allez évoluer. On va revenir sur le film Migration que tu as décrit comme le Little Miss Sunshine mais avec des canards. Alors c'était pas très... je vois que c'est revenu, mais j'étais revenu là-dessus. J'étais pas fier de moi, mais en fait à chaque fois je dis un truc, je me dis mais pourquoi j'ai dit ça? Enfin, c'est le cas ici probablement. Non, mais je crois que c'était sorti et j'ai fait oula, pourquoi j'ai dit ça? C'était un peu bizarre. Mais parce que il y a des points communs, mais c'était pas notre référence. Enfin, c'était pas la référence qui était le plus souvent nommée pendant la production. En tout cas, c'est scénarisé par Mike White. C'est ça, qui a fait The White Lotus, là, la série qui se passe dans un hôtel, qui est assez fun en fait. Cynique, Il a toujours fait un peu de comédie cynique, etc. Bon là, on est vraiment sur un pur. J'ai envie de dire, c'est un film qui se regarde super bien, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses. Oui, on n'est pas dans un mal-être pendant la projection du film. C'est fait exprès pour la famille et tout. Mais en même temps, ça fait du bien de voir des films comme ça, avec un positivisme. Et puis surtout le fait que le message, c'est de dire ce qui est important quand on se lance dans une aventure, justement, c'est de se lancer et de la vivre à plusieurs et de s'entraider, etc. Et donc, toutes ces choses sont vachement retranscrites. Mais est-ce qu'il y a eu un échange avec le scénariste durant la réalisation du film? Est-ce que vous vous connectez souvent avec lui pour mettre en place des scènes en particulier? Alors, le scénariste, il n'y en a pas qu'un, en fait, en général, sur les films. C'est-à-dire que Mike White, il avait écrit pendant 1 an le scénario. Et puis, il a dit... en fait, moi, quand je suis arrivé sur le projet, en fait, il partait pour faire le Koh-Lanta américain. Donc, ça va, c'est vrai qu'il est rentré dans le Koh-Lanta américain. On vous mettra des attention, et en fait, donc, je suis arrivé, on a un peu discuté ensemble, mais moi, je débarquais dans le projet, donc je lui demandais surtout comment... j'essayais de comprendre ce qu'il voulait raconter par le film. Et il est parti faire Koh-Lanta. Il a dit je serai éliminé dans 2 semaines, donc je reviens. Puis 2 mois plus tard, on se dit mais attends, mais il est où le mec donc il revient, on apprend qu'il a été finaliste, patati patata. Et puis surtout là, on a recommencé un petit peu à travailler ensemble. On a enregistré une première fois Kumail, et donc l'acteur principal du film qui joue le père, Kumail Nanjiani. Oui, on va parler du casting aussi, c'est très Et intéressant. on a fait une session aussi avec Elizabeth Banks pour qu'il me lance aussi un peu, tu vois, pour qu'il m'aide un petit peu à trouver le ton des dialogues et tout ça, parce que moi, tu vois, il avait des fois un ton dans la tête que j'avais pas forcément perçu. Donc c'est-à-dire que vous êtes posé avec les comédiens
On a enregistré directement. Vous avez enregistré directement. Et tu vois, moi, j'indiquais, est-ce qu'on peut l'essayer comme ça? Et puis lui, il intervenait en me disant, on peut aussi essayer comme ça. Et je faisais, oui, d'accord, c'est comme ça que tu l'avais en tête. Et tu vois, je comprenais un peu le truc. C'était hyper important finalement d'avoir ces moments pour cristalliser au début, parce qu'après, ça change beaucoup. Mais parce que tu vois, après, il a dû partir pour faire sa série The White Lotus. Pardon. Ouais, non, Koh-Lanta, c'était avant. Ouais, agenda mais chargé, là, il partait, donc il quittait, entre guillemets, pas définitivement, mais il était plus possible pour lui de travailler sur le projet Migration. D'accord. Donc là, il y a plusieurs, il y a plein d'autres scénaristes qui sont venus. Un des principaux qui est resté le plus longtemps, c'est Ken Dorio, qui était un des scénaristes de Moi Moche et Méchant, de Mignon, il est responsable. Donc moi, j'étais ultra fier aussi de pouvoir travailler avec lui. Enfin, j'ai vraiment enchaîné des auteurs incroyables. Il y a Greg Calares aussi, qui est lui plus de la scène indé, New York, théâtre, tout ça, qui nous a rejoints et qui nous a aidés. Il y a eu d'autres scénaristes aussi. Mais voilà, c'était eux les principaux scénaristes sur le reste de la production. Donc finalement, sur les 5 ans de production, il y a eu 1 an de Mike et puis tout le reste, c'était d'autres scénaristes. Et le scénario a bougé tout au long de tout le temps, ouais. Ce que tu expliquais, Pierre, ça bouge jusqu'à un mois avant la fin du film. Enfin, En fait, ça bouge jusqu'au maximum. On peut changer, il change. Il va pas hésiter à ça évolue toujours. Enfin, je sais pas, entre si on compare la V1 de Mike et la version finale, il y a vraiment une énorme évolution. Parce qu'en fait, Chris Meledandri, qui reste le producteur et qui a un énorme rôle artistique sur tout le côté créa, on lui montre tout, on en discute avec lui. Il suit vachement le projet, en fait. Il est extrêmement présent. Un réalisateur avec les réalisateurs. Oui, on peut le voir comme ça. Il intervient 3 fois par semaine. Enfin, on lui présente les séquences 3 fois par semaine. Enfin, on a l'opportunité de lui présenter 3 fois par semaine. Ça ne veut pas dire qu'on le fait à chaque fois, mais si tu veux, il est vraiment là pour voir, pour valider, pour donner ses commentaires. Et tous les 2 mois, 3 mois, je dirais, on présente le film complet, où là, il va dire on peut essayer ça, on peut essayer ceci. Et il voit vraiment ça comme de la pâte à modeler, quoi. Ce qui peut être un peu déstabilisant quand tu es réalisateur, parce que il y a beaucoup de travail des fois et ça peut partir en fumée en 1 seconde. Mais donc ces rendez-vous là de screen doivent être d'une certaine tension où vous dites mais après, ça va sauter, ça va pas sauter. C'est ça. Ouais, c'est compliqué. Donc, des fois il y a un peu c'est un peu le travail du réalisateur de réussir à faire passer un message. Des fois on peut avoir une séquence où on n'est pas sûr, donc on n'est pas vraiment content de la séquence, donc on va la montrer un peu telle qu'elle est pour que lui dise c'est un peu long ou ça marche pas, et là on dit oui, alors on avait pensé aussi à une alternative. Voilà, on essaye de trouver des. Moi, c'est ce qu'avait dit Pierre quand je l'avais interviewé. Il m'a dit il faut maîtriser la diplomatie, l'art de la diplomatie. Mais après t'as un truc tout bête aussi, Chris a fait changer le film aussi post-Covid parce que les esprits avaient changé par rapport à la notion de voyage et des choses comme ça. À l'origine, le film Mac était beaucoup plus négatif. C'était vraiment un anti-héros, un personnage assez désagréable et tout ça. Il était moins bienveillant, il était plus égoïste. Il était très égoïste même. Enfin, c'était plus un anti-héros. C'était un peu Gru dans le premier Moi Moche et Méchant. Très cynique. C'était pas facile à faire parce que du coup, tu disais mais pourquoi sa femme reste avec lui. Mais en fait, on l'aimait pas. Ouais. Il n'était pas touchant. On l'aimait parce qu'il était drôle. Enfin, tu vois, c'est une sorte de Louis de Funès, donc il nous faisait rire. Pourquoi la maman reste là, quoi. Mais c'était un défi qui était très différent parce qu'il fallait le rendre attachant, mais par sa comédie, tu vois, c'était. Et du fait du Covid et des transformations finalement dans les mœurs, dans la société, il a changé, il a remodelé le personnage. Ce qu'il trouvait, c'était que le comportement de Mac qu'on voyait dans le film était devenu presque un comportement par défaut par rapport au voyage, où on avait tous une forme de peur à présent de voyager à cause de la maladie, des choses comme ça. Donc il a voulu justement rendre le personnage beaucoup plus attachant, beaucoup plus proche de ce que nous on était devenus en tant que moins anti-héros, quoi. Plus un personnage dans lequel n'importe quel père ou mère peut se retrouver dans l'attitude un peu protectionniste. On est plus revenu sur la partie que je disais, sortir de sa zone de confort. Et pas seulement, non, il faut surtout pas aller voyager. C'était vraiment. On va parler justement des personnages et du casting qu'il y a derrière, parce qu'ils apportent quand même beaucoup. Moi, je l'ai vu en français avec mon fils, mais les voix américaines originales sont top aussi. Il y a un casting de choix. Mac, c'est Kumail Nanjiani, voilà. Elizabeth Banks sur Pam. L'oncle Dan, qui est quand même super touchant et à la fois très drôle, c'est Danny DeVito. J'ai adoré ce personnage de la cruche, la chef de gang des pigeons, Chump, et qui est doublé par Aquafina. Et j'invite tout le monde à découvrir les sons d'Aquafina. D'ailleurs,
flip a stereotype. How an Asian bitch got concubines. Turn a grown man to a bashful bride with a vag that'll leave him immobilized. But fait un super hip-hop et puis voilà, c'est un peu la scène underground. Moins de 18 ans, le hip-hop. Hein, c'est vrai. Parce qu'à un moment, on a voulu mettre une de ses chansons dans le film, mais on s'est fait. Non. En termes de lyrics, ça passe peu. On avait essayé. Mais en tout cas, elle joue super bien. Ah, tu dis quoi ? J'ai dit c'est drôle quand on la voit en vrai parce que elle est assez timide finalement. Elle est, la première. Il y a l'artiste quoi, et puis la personne elle-même quoi. Et chez le casting français, on a Pio Marmaille qui double Mac, Laure Calamy sur Pam, qui est très très forte d'ailleurs aussi. Walidia sur Delroy, personnage qu'a adoré mon fils parce qu'il est plein d'entrain et d'énergie quand il est libéré. Je sais pas à quel point on peut parler du film parce qu'il y a plein de scènes qui ont été très marquantes, que j'ai adoré, qui m'ont beaucoup diverti. Mais ces personnages, justement, pour revenir un peu sur le casting des voix, etc. Comment est-ce que quelles sont les caractéristiques particulières que vous allez chercher chez les comédiens ? Alors, je sais pas si vous étiez en charge du casting, mais peut-être que vous avez discuté de ça avec Chris Meléandri et puis les Janet et. Alors, Janet, elle n'est plus là. Elle partait à la retraite sur la production de Migration. D'accord. Il y a qui d'autre qui épaulait Chris Meléandri à la production ? Il y a Brett Hoffman qui s'occupe beaucoup du casting en général. Et il y avait Joy qui était l'exécutif. Et Joy Poirel qui évidemment qu'on salue. Et donc, quels sont les choix que vous faites finalement pour incarner ces personnages ? Est-ce qu'il y a une démarche, des prérequis, des choses comme ça ? Ça, en fait, pour les voix américaines, parce que la manière dont l'animation se fait, c'est qu'on enregistre les voix anglaises en premier pour animer dessus, quoi. Et donc, pour les voix anglaises, c'est une discussion qui se fait avec le producteur, effectivement. Pour les personnages principaux, il avait déjà un casting en tête. D'accord. Donc là, j'avais très peu d'influence. Enfin, il m'a quand même demandé ce que j'en pensais, tu vois. Il est arrivé vers moi et il m'a montré il a sorti le DVD de The Big Sick, qui était le film de Kumail Nanjiani, qui est un film autobiographique qui est génial, que j'avais vu dans l'avion en allant le voir en plus. Donc c'est marrant. Et qui m'a vraiment, vraiment beaucoup ému, quoi. Enfin, et moi, je l'adore dans Silicon Valley. Enfin, je le connaissais bien et j'appréciais beaucoup son personnage, son humour, tout ça. Donc, j'étais plus que ravi. Après, pour Elizabeth Banks, il m'a cité le nom, j'ai fait il n'y a pas de souci. Enfin, moi je l'avais remarqué, tu sais, vraiment à ses débuts. Enfin, j'ai pas envie de dire je l'ai vu grandir, mais non, mais voilà, je l'ai déniché. Oui, c'est ça. J'ai envie d'être comme ça, mais moi, je l'avais repéré dans ses films. J'adore son humour et tu sens que c'est un personnage assez génial. Donc ça, moi j'étais d'accord. Après tous les autres personnages, effectivement, tu as une liste d'acteurs. Et puis tu donnes ton avis en tant que réalisateur. Et puis et en fait, moi, il se trouve que j'ai tendance à choisir des acteurs qui sont naturellement dans le rôle, en fait. C'est-à-dire que je suis pas très à l'aise avec les acteurs, donc j'aime bien avoir des acteurs dont la nature se rapproche du personnage. Exactement. Où en fait, je lui dis mais sois toi-même. Et puis voilà. Ça marche avec Oncle Dan et Danny DeVito. Oui, c'est ça. Danny DeVito, tu lui disais vieux et fatigué, quoi. Il me fait. Ok, pas de souci, je m'en occupe. Enfin, bon, j'exagère. Non, mais il a beaucoup d'énergie, mais en tout cas, bon, lui, il a un don pour l'improvisation qui est génial. Mais Carol Kane, tu vois, tu la vois, elle est étrange. Enfin, le Carol Kane, oui, c'est elle qui joue le héron. Elle est très étrange. Aquafina, elle a cette voix justement très énergique. Tout de suite, elle est toute petite, mais elle a une énergie de dingue. Donc, ça correspond très bien au personnage de la cruche. Donc voilà, moi, j'aime bien trouver des acteurs qui ont naturellement. Enfin, tu vois, t'as pas besoin de leur faire. Une Leonardo DiCaprio, tu vois, le truc où tu dois rentrer composition. Il avait demandé à jouer dedans, on a dit non. Ouais, Léo, non. Moi, j'ai refusé. Non, mais en tout cas, ce casting apporte énormément et bravo aussi au casting français qui retranscrit vachement bien les émotions. Mais j'imagine que c'est des choses qui doivent se décider aussi à Los Angeles. D'ailleurs, je voulais comprendre un petit peu la répartition du travail sur un film comme celui-là, où j'imagine que finalement toute l'image est créée en France, et puis finalement tout ce qui est production, scénario, si j'ai bien compris, puis casting artistique se passe plutôt là-bas. Mais est-ce qu'il y a vraiment cette répartition de travail ou est-ce que c'est un peu plus complexe, un peu plus nuancé ? Au niveau de l'image, c'est entièrement fait à Paris. D'accord. Dans les studios, donc. Après, au niveau du scénario, etc., c'est quand même beaucoup d'échanges entre justement les scénaristes qui sont rajoutés au projet et nous. Enfin, toute la partie éditoriale, finalement, donc le monteur et nous. Où on teste les séquences en storyboard, etc. On donne des retours. Des fois, on fait des modifications de scénario aussi au niveau du storyboard. Ouais, et puis même, en fait, le Chris est très friand de propositions.
d'expérimentation, donc n'importe qui du studio peut aussi proposer une idée, etc. Ouais. Combien vous étiez dessus en termes de technique finalement? C'est un film un peu particulier parce que justement il a duré un peu plus longtemps que les autres enfin un peu beaucoup plus longtemps que les autres films. Du coup je pense que les équipes étaient plus petites, mais il y a eu un petit turnover. Donc je pense qu'on était facilement, je dirais 300. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah, c'est important. 5 ans, 300 personnes, 72 millions de budget. C'est pas 5 ans, 300 personnes. Oui. C'est En parce turnover, bien sûr. Ouais, justement, parce qu'il y a qui ont touché au film, en fait. Le cœur de l'équipe d'animation, je ne saurais pas dire combien ils étaient en tout, mais je pense... Je pense qu'en tout, il devait être une trentaine. Alors, si on compte en plus, moins, je sais pas. Un tout petit peu moins, mais c'est vrai qu'on n'arrive plus trop. En plus, là, avec justement, on parlait du Covid, il y avait aussi il y avait des gens qui travaillaient de chez eux. Oui, il y a eu donc, des choses qui sont passées. C'est un peu difficile à... mais pour revenir sur les personnages, il y a vraiment des personnages qui sont marquants. Donc, je parlais de Delroy, qui est d'ailleurs doublé par Keegan. Vous connaissez certainement Key and Peele. Oui. Qui est vraiment extraordinaire. Regardez, pareil, je vous mets un petit extrait parce que allez découvrir ce que c'est. Moi, je m'étouffe de rire à chaque fois. Faut que tu mettes l'extrait où avec le serveur français, là. Il est tellement génial. Exactement, le serveur français. Il fait semblant de parler. Oui, il croit savoir parler français et il est complètement paumé. Très bien. Well, our first special tonight is our poisson du jour. It is a loup de mer bleu en version, served with a plumeur verte de cochon de Piemonte. That is served on a bed of gendarme de Félix au pain, and also served with luminette rouge and soufflé petit de fièvre du pont-grenier. Pu échanger avec eux directement. C'est moi qui les dirigeais en fait. Et alors vas-y, qu'est-ce qu'il t'a fait, c'est ça? Il t'a essayé de te faire les... Non, parce qu'en fait non, il y avait une scène où il y a une scène qui n'existe pas plus dans le film, qui a jamais existé vraiment, mais on l'avait enregistrée au cas où, et je lui ai demandé d'improviser des trucs, et il parle à un humain, et du coup il lui parle dans toutes les langues, et il lui parle français à un moment pour essayer de se faire comprendre, tu vois. D'accord. Voilà, donc il avait sorti des trucs un peu débiles. Mais il a pris un coach en jamaïcain, en accent jamaïcain pour faire le rôle et tout. Ouais. J'ai vu que c'était... t'es bien renseigné. Ouais, c'est ce que je veux dire, waouh. Non, mais puis il est marquant aussi, ce personnage, je trouve. Il y a un autre personnage marquant, c'est le chef cuisinier. Comment vous avez fait le cara design, enfin le design de ce personnage? Je sais pas où je veux en venir. Parce que pour moi, je sais pas qui s'en est occupé chez vous. Il s'est fait un peu en urgence, pour être très franc, parce qu'à l'origine, c'était pas lui le grand méchant du film, c'était un autre personnage. C'était juste un personnage qu'on rencontrait dans le restaurant. Et ensuite, c'était fini. Il réapparaissait, mais il n'était pas aussi récurrent. Le vrai méchant du film, c'était le Gougou, l'espèce d'oie blanche là qui fait des cours de yoga. Du coup, qui reste toujours un petit truc. Oui, c'est pour ça que c'est très mouvant. Tu vois, à la suite d'un screening, il a demandé est-ce qu'on peut essayer comme ça, et donc on est parti sur cette version. Et il a fallu en fait, à la base, c'était d'ailleurs. Le chef, il devait ressembler à Pierre Coffin. C'était le. Ah bon? Oui, je lui ai demandé l'autorisation, ça le faisait marrer et tout. Pour qu'il soit doux. Parce qu'en fait, comme il parlait pas, je lui ai dit, Pierre. Il était au courant bien ou pas? Oui, bien sûr. En fait, à la base, je voulais qu'il fasse la voix, comme il fait toujours des onomatopées, des trucs comme ça, et en faisant les mignons. Donc je lui ai dit, c'est parfait, comme ça, tu feras la voix, tout ça. Et puis, au final, le producteur nous a demandé que cette espèce de restaurant où ils sont, à la base, c'était juste un nightclub. Et il m'a dit, j'aimerais que ça devienne un restaurant, qu'il y ait un chef dedans. Enfin, ce chef qui était ailleurs, tu le mets là-dedans. Typique, quoi. Exactement. Chic, même au début. Resto chic, exactement. Très français chic, tu vois. Et donc, on est en panique, comme le resto est un peu ambiance nightclub, il nous faut un chef un peu à la mode, donc on a cherché quel chef, qui... Pas du tout. non, mais on s'est inspiré. C'est très inspiré, non, mais ça marche super bien. C'est-à-dire que moi qui suis allé le voir, j'ai vu le chef. T'es allé dans son restaurant? Non, je suis pas allé dans son restaurant. J'ai vu quelqu'un qui allait. Quand j'ai vu le film, je me suis dit, je pense à ce personnage qui est aujourd'hui dans la pop culture. Clairement. Et apparemment, c'est trop salé ce qu'il fait. C'est possible. Moi, je connais des gens aussi qui sont allés. Petite passion. C'est ça, on s'en lasse pas. Mais c'est aussi du Gordon Ramsay, excusez-moi. Il y a un petit mélange de tout ça. Mais c'est vrai que c'est étonnant de savoir que finalement, c'était pas l'antagoniste qui était prévu au tout début dans le scénario et que vous l'avez amené. Ça, c'est vachement intéressant. Vraiment, ça bouge beaucoup en fait au niveau du scénario. Je me rends compte beaucoup. Énormément. Beaucoup. Et ça doit vous faire des nœuds au cerveau, j'imagine. Pas qu'au cerveau. Ce qui est étrange, c'est qu'au bout d'un moment, t'as l'impression de vivre dans le multiverse, tu vois, justement, avec toutes ces versions d'histoires où tu te perds un petit peu dans... Et donc, vous vous souvenez du moment où Chris a dit « Ok, on est bon là »
Mais si tu veux, ça n'arrive jamais en fait, en vrai. En fait, ça arrive au moment où on n'a plus le choix. Enfin, non, j'exagère. Non, il y a quand même un screening où on. Non, mais on parle de quelque chose qui a lieu 2 mois avant le mixage, quoi. Ouais. Ah oui. En fait, 2 mois avant le mixage. Et quand bien même, t'es pas vraiment à l'abri qui décide pour une raison X ou Y. Imaginons qu'il y a un événement, je sais pas, un personnage, bon nous avec les canards on n'a pas grand chose à craindre, mais tu vois un événement politique ou je ne sais quoi, qui fait qu'une séquence du film devient problématique, bah on retarde la sortie, on refait les choses, enfin je pense pas que ce soit arrivé à Illumination, je veux pas m'avancer, mais ça peut arriver. À Disney, ça arrivé oui c'est ça, c'est arrivé à Disney, c'est arrivé à, je crois, à Spider-Man, tu vois, où les tours jumelles étaient présentes dans le film, bon ça c'est différent, il fallait les retirer, c'était autre chose, mais ça peut arriver, le Covid tu vois a quand même retardé souvent même à Illumination d'avoir mais c'était plus des retakes pour des versions internationales. Par exemple, des plans où on doit changer des couleurs ou des logos parce que dans une culture, ça voulait dire telle chose ou telle chose qui était mal pris dans le pays. Et donc, il y a des retouches pour les pays. Ah oui, même sur le son, sur la manière dont les mignons parlaient, justement. Exactement. Il y avait des mots qui passaient pas, quoi, qui étaient quasiment des insultes dans certains pays. Exactement. Et donc, il a fallu adapter tout ça, quoi. Autant de challenges en plus de l'image. Je veux parler de l'image, justement, sur Migration, parce que vous avez fait un super travail. Je pense que c'est... c'est surtout les équipes, on doit leur rendre hommage. Les équipes incroyables. Vraiment incroyables. Félicitations à vous tous. 300 personnes, on disait. Et en plus, on leur dit vraiment merci, parce que ça a été long, effectivement. Ils ont tenu jusqu'au bout. C'était vraiment une super expérience de travailler avec eux. Non, mais bravo à toute l'équipe, parce que honnêtement, comme tu disais tout à l'heure, il y a un petit côté un peu impressionniste dans le traitement des couleurs et des images lointaines, et c'est vraiment bluffant. Je veux revenir sur quelques séquences. Par exemple, il y a la séquence quand ils arrivent dans les nuages. Comment est-ce que vous avez décidé finalement de donner cette texture aux nuages, de réussir à faire que finalement ça devient un espace de jeu pour la famille, que finalement il y a un parallèle avec la bataille de neige, voilà. Enfin, comment on arrive à ce résultat ? Disons qu'à la base t'as l'idée forcément, enfin tu te dis en fait ça s'est inspiré, tu vois, de vieux cartoons enfin les nuages ça a toujours été un truc, t'as envie de les toucher et t'as des vieux cartoons où tu les vois prendre, toucher, enfin les trucs comme ça, donc ça venait de cette idée. Et du coup, on a fait le storyboard, tu vois, on a fait l'animation, enfin on a fait des recherches en animation parce que c'est une séquence qui s'est beaucoup construite, pas forcément en storyboard parce que la caméra bouge énormément, donc on a tout de suite demandé aux animateurs, essayons de la construire tous ensemble, proposer des idées, on les a mises ensemble avec le monteur, on a essayé différentes versions. Et puis une fois que on s'est dit tiens ça marche, c'est rigolo, ça marche bien, mais si tu veux les nuages c'était encore des gros blocs, des nuages comme sur la PS1, tu vois, des espèces de gros blocs, voilà c'est ça. Et là c'était ce qu'on appelle les CJ sub qui prennent le relais et qui disent on va, donc Franck et François qui ont pris accompagné toutes leurs équipes et tout ça, qui ont travaillé sur comment on va trouver ce rendu, donc ça a été beaucoup de va-et-vient, ils nous montraient de temps en temps, ils nous disaient est-ce que c'est par là qu'il faut aller ou est-ce que c'est plutôt par là, différentes versions. Après, on avait fait un gros travail aussi de recherche. Tu sais, on avait toutes les références de New York, tu sais, avec la brume, etc. qu'on leur a montré. Ouais. On avait quand même cette idée de un truc un peu poétique dans l'image, assez brumeuse, assez. Parce qu'au final, on s'est dit New York, on le voit dans plein de films. Oui, parce que là, tu parles de la séquence quand ils débarquent quand ils arrivent à New York. Ouais, dans la brume, qui ressemble un petit peu. Il y a même. D'ailleurs, le son est intéressant aussi là-dessus. Il y a des bruits de sonar et tout. On a l'impression d'être dans un sous-marin, ouais, c'est ça. Et qui découvre petit à petit les formes. Et en fait, on se prend la ville versus tout ce qu'on a traversé avant, c'est-à-dire les nuages, le marécage avec les hérons. C'était exactement l'idée. Et là, c'est. Créer ce contraste. Le contraste. Moi, j'ai vécu à New York pendant quelques années et c'est vrai que c'est une ville c'est speed, c'est constamment en construction, ça ne s'arrête jamais, quoi. Et puis, parfois, tu vas te coucher et tu as ce qu'on appelle le FOMO, quoi, le Fear of Missing Out. C'est que tu sens que la ville, elle continue d'exister et que toi, tu vas te coucher. C'est très particulier. Donc là, on voit bien, je trouve que vous avez super bien retranscrit ce contraste avec la nature que peut-être la mégalopole, quoi. Mais qu'on a essayé de mettre en avant dans la mise en scène, tu vois, si tu regardes le premier acte, les 15 premières minutes, on est dans la Ponde. En termes de mise en scène, on est sur des caméras assez posées, tout est calme, des discussions, etc. Puis on a vraiment voulu garder ce truc de on part en voyage
et on va faire un truc progressif, quoi. Au niveau même du rythme, au niveau du contraste, ce que tu disais. L'arrivée à New York, on est sur des plans très lents, avec des caméras très jolies, etc. Puis d'un coup, il y a cette grue là qui lui arrive dessus, et là, on est en plan séquence, ça part. Et c'était vraiment jouer sur ces différences de rythme pour découvrir New York et le côté ville, le côté énergie, etc. Et justement, cette ville, il y a plusieurs choses qui m'ont assez marqué dans ce film, en tout cas dans l'image. C'est quand ils sortent par exemple de l'étang et qu'ils sont tout de suite partis dans l'aventure et puis il y a le ciel, on a cette surexposition comme si c'était une caméra qui les suivait, et ça me faisait penser à ce documentaire Le Peuple Migrateur. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est un assez Jacques Perrin, classique, quoi. Eh bien, j'ai eu cette sensation qu'on embarquait avec eux et qu'on les suivait. Et ça, c'est fort. Et la même chose avec New York. Déjà, comment vous avez modélisé la ville ? Est-ce que vous êtes parti sur des trucs existants ou vous avez construit tout vous-même ? Voilà, déjà. Et puis, comment est-ce que vous avez réussi à ce que, en tant que téléspectateur, on se sente un canard qui arrive dans la ville ? C'est pas je débarque à New York, j'entends le taxi, hey, taxi et tout. C'est pas ça que j'entends. Moi, c'est vraiment quelque chose de très étrange, quoi, par rapport à ma nature de canard si j'étais le personnage. Excusez-moi, c'était un peu long, mais non, t'inquiète. Pour le côté décor, c'est comme d'habitude en fait. On a tout refait pour Migration. C'est rare il y a un peu de réutilisation des fois d'autres films, etc. Mais là, on avait des concepts qui ont été faits avec le département du Art Département, qui fait des concepts 2D d'abord en dessin, d'accord. Et puis derrière, quand on est content, ça part en 3D, donc il le sculpte en 3D en modélisation. Et puis voilà, et au fur et à mesure, les choses évoluent. Après, il y a ce que je disais pas tout à l'heure, je parlais du layout. En fait, c'est dans le layout qu'on va se rendre compte vraiment de ce qu'on a besoin dans les plans, parce que c'est les premiers à mettre, si tu veux, en image le film, donc de façon très rough. Donc ils font les caméras, ils font des animations très très rough dedans, mais ça aide tout le monde pour se rendre compte de, ok, là on aura besoin de tel bâtiment, de telle rue, de tel détail, là on veut des voitures qui passent. Donc ça donne un peu, si tu veux, un inventaire de ce dont on va avoir besoin au final, tu vois. D'accord. Donc tout est très rough à l'étape layout, et après les choses évoluent. Après, pour la partie où tu demandais comment on se sent en termes de canard, c'était le challenge du film. C'était toute la clé de la mise en scène était là-dedans. Après, moi j'étais vraiment obsédé à dire à tout le monde, on est du point de vue d'un canard, c'est donc ça. Mets-toi à la place d'un canard. Qu'est-ce que c'est une voiture pour un canard ? C'est peut-être un animal, c'est peut-être... Et du coup, toute la mise en scène se faisait avec cette réflexion-là en tête, tu vois. Et c'était intéressant de New York, justement, parce que dans le script d'origine, ils voyaient New York de loin, ils voyaient la city skyline, l'horizon, et ils disaient, ah tiens, allons voir cet endroit, visitons cet endroit. Et en tant que metteur en scène, tu vois, t'arrives avec ça et tu te dis, mince, parce qu'on va le voir de loin, donc le spectateur, il reconnaît New York de loin, donc tout de suite, il va avoir en tête le métro, les grands buildings, t'as des images, parce que c'est une ville qui est tellement cinématographique. C'est un décor de cinéma. C'est ça, et du coup, c'est pour ça qu'on l'a caché, en fait, pour au moins accompagner le spectateur dans la découverte que vont avoir les canards, tu vois, d'avoir cette espèce de moment où un building, c'est pas un building, c'est peut-être un monstre marin colossal, tu vois, il passe au-dessus d'une tour et on la voit passer en dessous d'eux. Enfin, on travaillait vraiment là. Et le son aussi, et c'est un travail qui a perduré jusqu'au travail de la musique, où je disais bien, attention, c'est point de vue canard, donc... il faut l'action, c'est exactement modifier le son, ralentissez-le. Enfin, je sais pas comment un canard perçoit le son, mais il faut pas qu'un humain puisse être capable de reconnaître immédiatement. C'est une sirène new-yorkaise. Voilà, c'est ça. Et ça, il le modifiait. Et John a gardé ce truc parce qu'au début, il y avait un peu ce réflexe dans les musiques maquettes. On mettait des musiques un peu new-yorkaises, tu vois, on allait dans le jazz, du rap, des trucs comme ça, on essayait des trucs comme ça. Et John, lui, il a pris le contre-pied. John Powell, excuse-moi. John Powell, compositeur du film. Lui, il a pris le contre-pied, il a mis des chants étranges, tu vois. Il a tout travaillé autour. Il disait, on est sur une planète extraterrestre, quoi. Comme, tu vois, ce qu'on pourrait vivre en découvrant un endroit qu'on connaît pas et on sait pas où on est et tout ça. Donc voilà, c'était des choses qui perdurent, tu vois, mais ça part d'une note d'intention comme ça que tu vas essayer de communiquer à tous les départements pour essayer de garder ça et que ça se retranscrive dans le film. Non, mais ça marche très bien. Et après, on retrouve les trucs de New York où, par exemple, quand le couple Pam et Mac se retrouvent dans le restaurant pour aller récupérer une clé sur la veste du fameux chef dont on parlait tout à l'heure, et puis ils se retrouvent au milieu finalement d'une séance de tango qui s'improvise, et eux finalement pour s'en sortir se mettent à danser le tango, et là on se retrouve en tant que parents, enfin on s'identifie sur le fait de se rapprocher à nouveau de sa compagne, de son compagnon, etc., la complicité, et
puis on était à New York, quoi, à ce moment précis. C'est ça qui est sympa. Donc, bravo pour ça aussi, ça a été bien retranscrit. Je vais revenir un petit peu sur la partie promotion du film, parce que finalement, on a pas mal parlé de l'artistique, mais ça reste un film Illumination. Donc, un film Illumination, il y a une machine américaine derrière, j'ai envie de dire. Ils sont très bons là-dedans. Et moi, j'adore ce côté-là, un peu finalement commercial de ce que peut être une œuvre artistique. Ouais, c'est ça, Hollywood. On est à Hollywood, là, d'ailleurs. On est à la maison, ouais. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre un peu comment ils ont géré leur promotion. En France, j'ai l'impression que la promotion n'a pas été trop forte, trop importante. En tout cas, la pression n'était pas à son max, quoi. Ouais. Alors après, c'était beaucoup plus que moi sur tous les films que j'avais vécu de promotion française, quoi. C'était beaucoup plus important. Ouais. Mais c'est surtout aux États-Unis où ils ont fait quand même des actions assez importantes, parfois très ciblées. Il y a une compagnie aérienne qui avait fait une partenariat avec eux, où on voyait les dessins des personnages sur les avions. Il y a eu un gros ballon à la parade de Macy. Il y a quand même eu des choses qui ont été bien faites, quoi, et aussi pas mal dans des publicités, quoi. Danny DeVito qui est dans une publicité sur les sandwichs, là, ce qu'on appelle les Submarines, les subs, avec son personnage homologue, Uncle Dan. Donc tout ça, c'est pensé, c'est une stratégie marketing, quoi, qui est élaborée avec les gens, j'imagine, de Illumination à Los Angeles. Est-ce que vous avez eu à discuter avec eux sur certains... Non, pas du tout. Non. Okay. En fait, ça, c'est vraiment... Après, moi, je m'en plains pas. Je sais pas comment c'est pour les autres réals. Moi, j'avais aucune envie de... En fait, la promo, le marketing, c'est pas du tout mon métier, en fait, tu vois, donc Mais c'est marrant, c'est bien scindé, quoi. Enfin, en fait, c'est aussi surtout le fait que souvent, là, si tu veux, le marketing commence à être préparé au moins, je dirais, 6 mois avant la sortie. Et en fait, 6 mois avant la sortie, nous, on est encore dans le film. Si tu veux, on est encore en train de faire le film. Donc, je pense qu'ils veulent pas nous déconcentrer, défocus. Je sais que la promo, en tout cas, il y a plein de choses qu'on a découvert en même temps que les autres. Les affiches, le logo du film, les bandes annonces, on les a découverts en même temps que tout le monde, quoi, ou la veille, tu vois. Et donc, moi, par exemple, tu vois, l'avion, la pub avec Danny DeVito, je crois que je les ai même pas vus, tu vois. Donc, c'est vraiment complètement séparé, quoi. D'accord. Et c'est un peu ce truc d'Illumination, d'avoir un peu cette organisation bicéphale entre l'image à Paris, ils ont toujours le business et marketing là-bas. Moi, en tout cas, de mon expérience de tous les films d'avant, on a toujours... donc je rappelle, tu as été sur Les Mignons, Moi Moche et Méchant, Sing, et Immigration, Les Grinch. Les premiers Moi Moche et Méchant. Ça a toujours été fait là-bas. C'est-à-dire qu'on a un département marketing en France qui s'occupe, qui fait les courts-métrages qui sont sur les DVD, qui font leurs pubs. Mais si tu veux, c'est vraiment c'est des réals de Los Angeles. Donc ils travaillent directement avec Los Angeles et ça n'a rien à voir avec les équipes du long-métrage. D'accord. On a d'autres équipes pour le marketing, donc souvent eux-mêmes en savent plus que nous finalement sur les pubs qui sont en train d'être faites, etc. Mais c'est vrai moi je suis un peu comme Benjamin, c'est-à-dire alors je suis un peu plus vicieux que Benjamin, c'est-à-dire que quand ça me plaît pas, je suis là, ils auraient pu nous montrer et puis quand c'est très bien, je fais c'est super, c'est cool qu'ils nous ont pas embêtés avec ça, ou donc non mais c'est frustrant des fois parce qu'il y a des choses qu'évidemment on aurait fait peut-être différemment, etc. Mais après c'est le marketing, pour moi c'est vraiment un autre métier. Justement, Chris Meledandri, c'est vraiment son savoir-faire. Il sait analyser, si tu veux, la situation au moment où un film sort, etc. Ils arrivent quand même à savoir ce qu'il faut viser, etc. Et ils ont quand même très peu d'échecs financiers. Donc c'est pas nous qui allons leur dire, alors non, le logo il doit être comme ci. Non, mais je vois très bien. Il a ce don, quoi. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de Chris, parce que pour moi, c'est quand même un type fascinant, quoi. Comment il est au naturel? Qu'est-ce qui fait qu'il est si génial, en fait, dans choisir les bons projets, trouver le bon axe marketing? Moi, je suis convaincu qu'il y en a 3. Je l'ai toujours dit pendant toute la prod. C'est un workaholic, il est. Moi, je suis assez fasciné par la distance qu'il a, et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on lui montre une séquence, il y a des fois, il va dire des choses qui vont m'énerver, parce que je suis pas d'accord, ou parce que on n'a pas la même sensibilité sur des choses. Enfin, lui, il a le côté producteur, moi, des fois, le côté plus réalisateur. Mais par contre, 90% du temps, malheureusement, pour nous, des fois, sur notre ego, il a raison.
on sort, enfin je sais pas si ça nous a fait quand même souvent cet effet où on sort d'éditorial en mode on est un peu voilà, il faut refaire, etc. Puis on refait les choses, puis finalement on revalide quelque chose d'autre, puis avec le recul on se dit ouais, c'était mieux quand même. Enfin, donc c'est quoi alors? C'est qu'il a cette perception de l'universel, ou qu'est-ce qui... C'est dur à dire, mais je pense que lui, pendant une interview, je l'avais entendu dire qu'effectivement, il a un instinct apparemment qui semble fonctionner avec le grand public, quoi. Et il dit, je sais pas si je l'aurai demain, je sais pas. En tout cas, pour le moment, ça a l'air de fonctionner. Donc voilà. Et du coup, j'en use et j'en abuse. Et c'est vrai que c'est assez agréable de lui montrer des séquences, parce que moi, ce que j'aimais bien avec lui, c'est que il a ce côté très ingénu quand il découvre une séquence. Il aime bien être surpris, c'est-à-dire qu'il aime bien que tu le prennes au dépourvu, tu vois, avec un truc que t'avais pas prévu, qu'il avait pas prévu, et de rire en fait de bon cœur. Et quand il rit, je pense qu'il rit vraiment de bon cœur, tu vois. Il découvre une séquence, il se force pas, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment... Et je pense que tout de suite, tu vois, dès que tu le vois rire, tu te dis c'est cool, ça. Au moins ça a eu cet effet-là, donc il y a cette espèce de génisme, j'ai envie de dire, tu vois, qui fait qu'il a un regard qui est assez chouette. Après, peut-être qu'il se trompe aussi sur certaines choses, j'en sais rien, parce que tu vois, on teste tellement de choses, on sait pas qu'est-ce qu'aurait pu être. Nous, on voit un peu ce qu'auraient pu être les films, et on sait pas si ça aurait été mieux ou pas, ou moins bien, tu vois. C'est difficile de juger, donc. Après, c'est peut-être l'expérience aussi, au fur et à mesure des années, qui fait qu'il s'est connaît bien le public. Ouais, il connaît le public, il sait à qui s'adresser, il sait que. Enfin voilà, non, c'est super intéressant. Par exemple, tu vois, un truc tout bête, mais dès qu'il voit un jeu de mots, il le retire direct. Et ça, je pense, non, mais je pense que c'est une logique de grand public, grand public dans le sens aussi international. Un jeu de mots ne passera pas de partout. Partout, ouais. Tu vois, même moi, il y avait un truc tout bête, mais on m'avait dit, Oncle Dan, on me disait, il y avait l'équipe de traduction qui m'envoie un message en me disant, c'est l'oncle de qui, de Mac ou de Pam? Et je dis, mais je sais pas. En fait, pour moi, il y a, en fait. Oui, c'est l'oncle dans la famille. Ouais, en fait, dans la backstory d'Oncle Dan, pour moi, en fait, c'est un mec qui est arrivé dans leur maison. Il y avait Mac qui était dans la maison et Oncle Dan qui commençait à tout bouffer. Et Mac a dit, mais vous êtes qui? Il a dit, je suis Oncle Dan. Donc il a dit, vous êtes l'oncle de Pam. Enfin, tu vois, dans sa tête, il a dit, ça doit être l'oncle de Pam. Puis après, t'as Pam qui est arrivée, Mac est sorti. Elle a dit, mais vous êtes qui? Et puis il a dit, je suis Oncle Dan. Elle a dit, c'est l'oncle. Et en fait, il y a un espèce de quiproquo. Voilà. Ça, c'était ma backstory. Donc j'ai expliqué ça, tu vois, par mail. Et puis on dit, ah oui, non, mais en fait, on a besoin, parce que dans certaines langues, oncle, c'est ça. Un oncle, ça se dit différemment selon que c'est l'oncle de enfin tu vois, du père ou de la mère. Donc voilà, t'as des trucs comme ça. Bon, juste pour revenir au côté jeu de mots, ou un jeu de mots, il va tout de suite dire attention, vous me mettez de ça côté. de côté. Ouais, okay. Mais moi j'ai une anecdote sur le premier Moi Moche et Méchant, je m'en rappellerai toujours. C'était la fin du film où t'as les filles qui viennent voir Gru et qui lui disent je t'aime. Et quand on a eu cette scène à faire, le côté français était scandalisé, genre non, c'est trop gnangnan, je veux dire, on a compris, il n'y a pas besoin de le dire, etc. Et en plus ça enchaînait avec une séquence de danse, la danse finale était tout ça, non, ça aurait été beaucoup mieux sans, etc. On était mais tout le côté français, tous les Français étaient en mode un peu dégoûtés de faire ça. Et on a fait les premières et les chats où les gens pleuraient sur le je t'aime ou dansaient sur la danse. On était là, ok, on n'a rien compris. Ouais, c'est-à-dire qu'il connaît il sent le pouls de la société américaine qui tout de même est un beau tremplin pour n'importe quel film. Faut le Après, savoir. des fois, il y a des moments aussi, il nous laisse l'autorisation. Par exemple, il y a un truc, il va dire on le retire ça. Et toi, tu dis s'il te plaît, est-ce qu'on peut le garder jusqu'à la projection test pour le tester. Pour tester, voir comment ça réagit. Et il y a quelques fois où pour le coup, il dit et il reconnaît, il dit là vraiment t'as raison, t'as bien fait de le laisser. Mais il a confiance aux artistes. Enfin, j'ai vu dans pas mal d'interviews où il parle souvent de vous en tant qu'artiste et de ce que vous êtes capable d'amener, notamment le côté français, enfin européen. Dans l'animation, quoi. Parce que, en fait, il a un respect immense pour les artistes, ce qui est vraiment, que je vois rarement chez des producteurs, quoi. Il a un amour pour eux qui est assez, et il donne sa chance. Assez bluffant, et il donne sa chance, et puis il fait confiance, tu vois. Des fois, il laisse faire des séquences entières, tu vois. Enfin, il y a des séquences entières qui sont des trucs que tu vois qu'on a improvisés, qui n'étaient pas du tout écrites comme ça, et on a changé, et puis il est d'accord pour la regarder, quoi. Rien que ça, tu vois, ce qui est pas anodin comme truc. Donc c'est vraiment, il laisse beaucoup de place. Non, il laisse la place. Moi, je fais partie des gens qui sont montés dans la boîte, à qui il a donné la chance d'arriver coréal sur un film. On est plusieurs. Là, il y a aussi les réalisateurs de Mario, réalisateurs de Pets. Donc, c'est quand même hyper simple. Enfin, c'est assez ouvert de se dire, allez, je lui fais confiance. Il va monter, je vais lui donner les rênes. En plus, là, sur Migration, c'est 2 Français. C'est, je crois que la première fois que les 2 sont Français. Donc, c'est quand même... voilà, c'est pas rien.
C'est cool. C'est pas rien. Je fais le lien vers un autre ancien producteur, Katzenberg. Ouais. Voilà, qui était à la tête il était fondateur d'ailleurs de DreamWorks à l'époque. Ouais. Qui récemment a fait une sortie un petit peu dans la presse en disant que d'ici quelques années, je sais plus s'il avait donné un horizon en particulier, mais 80% des films d'animation seront générés à travers une IA. D'accord. Bon, je pouvais pas ne pas discuter de ça parce que c'est quand même. Enfin, moi, initialement, je suis entrepreneur dans l'intelligence artificielle il y a des années. D'accord, ok. Je connais assez bien Sam Altman parce qu'il était un investisseur dans une de mes précédentes boîtes. Voilà, je sais que l'IA, c'est quelque chose, quoi. Comment vous appréhendez ça aujourd'hui, vous, dans vos métiers, dans ce qui arrive ? Est-ce que vous croyez à ce qu'a dit Katzenberg, en fait ? Je peux commencer ? Oui, vas-y. C'est marrant que tu en parles parce que moi, je viens de m'y mettre pour justement essayer de comprendre, etc. Donc là, j'ai passé les 3 derniers jours à faire ça. Donc c'est drôle, la question. Ah, c'est cool. Où je me suis mis vraiment à fond, où j'ai créé des images, des photos, etc. Et je t'avoue que je suis assez bluffé. C'est quoi ? C'est mid-journée, runway Mid-journée et aussi un peu de runway pour les faire bouger, etc. En fait, j'ai un avis qui est assez volatile parce qu'il change en ce moment, chaque jour presque. Oui, mais personne ne peut se prononcer en fait. Je vous pose une question compliquée. C'est en même temps hyper impressionnant, c'est passionnant quand on rentre dedans, etc. Et en même temps, on va pas se mentir, c'est un peu flippant. Donc moi, j'arrive pas à avoir vraiment, j'ai vachement de mal et c'est un vrai problème à me faire un avis parce que tu veux, tant que ça restait pour moi des outils, par exemple, si c'est des outils pour aider en 3D, en Photoshop, en compositing, pour aller plus vite sur des choses qui avant prenaient du temps, ça me va. Moi, ce qui me gêne, par exemple, c'est que, par exemple, je prends l'exemple de Midjourney que je connais le mieux. Ouais. Tu fais une image, tu as une image dans ta tête, tu veux la créer avec ton prompt, etc. Il va tout de suite te proposer 4 images. Oui. Donc déjà, si tu veux, ça t'influence forcément pour aller vers quelque chose. Il y a tu un vois biais, quoi. Voilà. Ouais. Donc il y a plus ce côté feuille blanche où tu crées ton truc de A à Z. Moi, c'est ça qui me fait peur. Si tu veux, le fait d'aller plus vite, etc., pourquoi pas. Évidemment, le fait d'enlever des métiers, etc., c'est un problème aussi. Mais il y a quand même ce truc dans la créativité qui, pour l'instant, peut-être que je me trompe, hein, c'est vraiment le début. Moi, donc, je suis 100% aligné avec ça. Bon, on va peut-être écouter ta version aussi. Mais... Ah oui, non, bah après, moi, en fait, c'est un truc qui a tellement déboulé dans nos vies de manière abrupte, tu vois, ça fait même pas un an que ça existe. Tout récent, enfin, que ça a pris cette ampleur, le côté grand public, tu vois, où tout le monde peut créer sa propre image, que j'ai du mal à en parler aussi, parce que je me rends pas trop compte du truc. Après, moi, ce qui me fait plus peur, en fait, je pense que enfin, t'as besoin de l'humain. De toute façon, quand tu fais des films comme ça, tu peux pas vraiment t'adresser que à une IA. Alors effectivement, tu peux créer des images, mais moi, je sais que par exemple, un concept artiste, j'ai besoin de lui parler pour comprendre pourquoi il a fait ça, en fait. Et là, alors le prompt, je sais pas trop comment ça se passerait, tu vois, le rapport que j'aurais à quelqu'un qui me fait des images avec le prompt, parce que je dirais... C'est sympa que moi, ça, je te le garantis. Oui, non, mais c'est même des petits détails, mais tu vois, c'est vrai que, moi, quand je fais des dessins, je dis pourquoi le bec, il est comme ça, pourquoi la forme du crâne, il est comme ça. Le style et l'intention, parce qu'en fait, un style, pour moi, c'est humain. Tous ces prompts, toutes ces images qui sortent de prompts, elles sont basées sur des tas de données qui viennent de styles particuliers. Tu peux imiter des styles DreamWorks ou Simpson, etc. C'est ça qui est un peu déviant, c'est qu'on c'est basé sur des styles qui ont été créés par des humains, des droit d'auteur qui est apparemment quand même vachement étudié là-bas. Ouais. Mais juste pour le rapport à l'artiste, pour en conclure avec ça, par exemple, tu vois, Gwen, Dax, enfin toute la famille, enfin tu vois, c'est les enfants. Donc Gwen, elle a le crâne de son père et le bec de sa mère. Dax, il a le bec de son père, mais le corps plus de... Ouais, c'est vrai, c'est des petits, tu vois, c'est des petits détails. On discutait, on dit ah tiens, machin. Enfin tu vois, on fait des trucs comme ça. Comment t'aboutis à ce genre de réflexion avec un prompt? Je sais pas. Est-ce que tu vas l'avoir? Donc, je sais pas. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est plus j'ai écouté un podcast qui s'appelle Silence on joue, parce qu'ils en parlent aussi beaucoup pour le jeu vidéo. Et le présentateur parlait d'une pollution qui risque d'avoir lieu, de beaucoup de gens qui vont y avoir accès, et une multiplication d'œuvres, tu vois, qui est en soi une bonne chose, parce que plus de gens ont accès, tu vas pouvoir s'exprimer, mais qui peut aussi créer une pollution monumentale d'œuvres nulles. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qui... Enfin, il avait donné le chiffre des livres prépubliés, enfin tu sais, auto-publiés sur Amazon et tout, qui a explosé, je sais plus, de 1000%. Enfin là, je vais dire des chiffres complètement au pif, j'en sais rien, mais apparemment c'est monumental, et ça crée un écran de fumée sur tu vois, les œuvres intéressantes quand même. Alors, est-ce que ça va créer aussi une forme de tu vois, peut-être un petit peu plus de tri, un peu plus travaillé, sélectif et tout. Sélectif, je sais même pas. Après, ça deviendra aussi peut-être un luxe que d'avoir des vraies équipes qui ont bossé sur des dessins, ont fait un film, etc., versus une IA qui aura créé le truc. Mais après, c'est très possible aussi que des œuvres
avec des gens qui l'ont créé par des IA vont être incroyables, tu vois. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Aidé par des IA. Tu vois, Benjamin parlait du côté humain quand il parle à un concept artiste ou à un cara design. Moi, je sais que j'ai beaucoup souffert pendant Migration du côté les gens qui travaillent chez eux, donc à distance. Ouais. Le fait de pas avoir quelqu'un devant soi, moi, c'est quelque chose que j'ai pas aimé. Voilà, c'est tout le monde le sait. En studio, c'est quelque chose qui voilà. Moi, j'ai aussi choisi ce métier parce que j'aime le côté on est en équipe, on se parle, on s'engueule, etc. Et même quand on donne des retakes sur un travail, etc., on sait que c'est beaucoup de travail derrière, ce qu'on va demander, beaucoup de modifs. Et rien que quand on parle à la personne, voir sur son visage s'il comprend là où on veut en venir. Ouais. Alors que souvent, par un écran, on t'entend mal, blabla. Enfin, il y a toujours des trucs, il y en a 5 qui parlent, on en entend que 2. Et c'est vrai que le rapport humain, moi, je suis à fond pour le travail, que les gens reviennent au studio et collaboratif et tout. Voilà. Je suis peut-être un peu vieux, mais j'aimais beaucoup ce côté où on est tous dans la même salle, on discute, même les réunions de couloir improvisées, on dit on préfère ça, on préfère ci. Mais tout l'informel en fait. Voilà. Tout cet informel, il a tellement à bâtir que c'est hyper important. Tout ça me manque. Je reviens tout à l'heure à l'histoire initiale de Mac, le personnage, donc on va dire principal. Cet informel que vous a retranscrit Chris en disant écoute, on va en faire un mec plus rond parce que le Covid a changé les choses et tout ça, ça aurait été beaucoup plus difficile si vous n'aviez pas eu des rencontres avec lui, etc. Donc moi je crois à 100% à ça. Ce qui est intéressant, je pense, avec l'IA, c'est peut-être enlever tout le travail un peu répétitif, parfois difficile, ou alors par exemple, je reviens sur Migration. C'est quand même des oiseaux, hein. C'est des oiseaux, des hérons, des perroquets, des haras, des canards, etc. À chaque fois qu'ils sont en vol, et ces images sont fabuleuses parce qu'on est en vol avec eux, on voit les ailes qui sont dans une sorte d'équilibre instable, de flottaison et tout, où les plumes du fond vont vibrer plus que celles. Donc ça, déjà, chapeau, franchement, parce que ça amène un réalisme qui est assez bluffant. Mais on peut se poser la question, est-ce que demain, vous n'êtes pas aidé en tant qu'animateur par des IA qui vont animer elles-mêmes les plumes pour générer une sorte de... Le truc, c'est que c'est déjà le cas, en fait. Enfin, on parle pas forcément d'IA, mais tu as un logiciel, je crois que c'est Houdini pour faire les... Il y a un logiciel qui s'appelle Houdini, je crois, pour faire l'eau, tu vois, mais qui bouge tous les effets d'eau. Et ça, d'une certaine manière, c'est un peu une IA, quoi. C'est-à-dire que c'est une IA qui a appris comment l'eau bouge. Bien sûr, et donc va retranscrire comment l'eau bouge. Donc ça, c'est des outils que vous avez déjà... Bien sûr. Ouais, enfin, disons que c'est déjà utilisé. Après, c'est pour ça qu'il y a un truc, parce que je suis complètement d'accord avec ça. Enfin, tu vois, d'une certaine manière, tu te rappelles de Blanche-Neige, à la base, Blanche-Neige, il y avait des maquilleuses qui venaient mettre du rouge sur les joues de Blanche-Neige, tu vois. Et aujourd'hui, ce métier, évidemment qu'il a disparu de maquilleuse, de pellicule, quoi. Donc il y a des métiers qui disparaissent avec la technologie qui vient. T'as des petits, et ça, j'en ai parlé justement avec le service technique du studio, qui dit oui, bah il y a tous ces petits métiers un petit peu répétitifs, un peu de trucs d'outils. Là, c'est clair. Le problème, c'est que l'IA, là, elle est un petit peu mélangée avec le côté très créatif, dans le sens où on dit maintenant, une IA peut écrire un scénario. Du coup, c'est pour ça que le débat va sur plusieurs trucs. Moi, j'avoue que dès qu'on me dit qu'une IA va créer un scénario, je deviens un petit peu plus... Même en tant que spectateur, ça m'intéresse plus, quoi. Enfin, moi, par exemple, j'adore les podcasts de gens qui racontent leurs histoires, tu vois. Enfin, et des fois, je suis en larmes. Enfin, j'ai un vélo en écoutant ça et j'arrive au studio en larmes. Parce que tu sais qu'en face, c'est quelqu'un. Parce que c'est quelqu'un qui a un vécu. Après, c'est une IA qui me raconte exactement la même histoire. Enfin, tu vois, je sais pas. Moi, je pense qu'on peut mettre cette barrière psychologique, effectivement. À moins qu'elle rajoute, comme dans Fargo, inspiré de faits réels et que du coup, tu te dis, alors que c'est complètement faux, tu vois. Et du coup, tu t'es accroché l'attention. C'est pas possible que ça ait lieu. Ils vont pas le faire 2 fois, quoi. Non, mais tu vois, ça. Non, mais après, autre point, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Il y a aussi le point des voix, quoi. C'est-à-dire que demain, on peut cloner la voix de Danny DeVito. Même. On peut le faire parler toutes les langues. Et je le souhaite pas, mais même s'il meurt un jour, on pourra le faire parler dans toutes les langues, continuer à utiliser sa voix. C'est des enjeux qui sont assez structurels dans l'avenir de... le début d'Indiana Jones, le dernier. De l'audiovisuel, quoi. Harrison Ford est tout jeune. Harrison Ford tout jeune, ou même dans Star Wars, où on voit... La princesse Leia en 3D. C'est des gens où il y a assez de bases de données pour les avoir à vie dans nos films, quoi. C'est ça. Donc, affaire à suivre, en fait. Après, juste pour conclure, c'est là aussi on remercie la grève des scénaristes et des acteurs qui ont justement se sont battus bec et ongle pour sauvegarder... Enfin, tu vois, justement, pour
mettre des limites à ça parce que. Tout à fait. Et Non, donc ils je crois, ont obtenu des bonnes choses. ils ont obtenu quand même quelques. C'est pas autorisations. suffisant, mais c'est c'est déjà en cours en tout premier cas. pas. C'est une première Ouais, et étape. puis c'est mieux que ne rien avoir parce que ça peut aller tellement vite. Bah Mais oui, ouais. ce que je disais tout à l'heure sur les rencontres, moi je sais qu'il y a eu le même problème pour certains acteurs où il y a eu un ras-le-bol des films tournés sur fond bleu. Oui. Ou fond vert, bien sûr. Donc, où il y a un moment, il n'y a plus. Parce que c'est tellement moins Ils sont cher. dans un truc. Mais même, comme ça. même des choses. Moi, j'ai vu des making-of de films où un dîner dans un salon, on se dit, bah oui, c'est un dîner dans un salon. Et ben non, en fait, il y a la moitié du salon, c'était sur fond vert. Donc, il n'y a même plus l'effort de faire du repérage de lieux, etc. Juste pour du gain parce que c'est moins cher. Ouais. C'est moins cher. Mais c'est vrai que je pense que il y a moins de plaisir. Non, aussi. je comprends bien sûr pour les ceux qui acteurs, sont, pour les gens qui sont sur travaillent, le set, je suis totalement d'accord. En tout cas, on va suivre ça de près. Ouais. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix, Oui, c'est du ça. coup, C'est ça. J'ai envie de vous poser cette question à vous deux. Déjà, est-ce que vous avez un conseil à donner à ceux qui veulent prendre le même chemin que vous, devenir réalisateur de films d'animation, des conseils, je sais pas, des choses qui peuvent les aider à aller au bout de leurs rêves? Regarder beaucoup de films. Ouais, Non, mais c'est un point important. C'est très important. Regardez quasiment tous les films qui sortent, quoi. Ouais, et puis se poser les questions, pourquoi, comment je raconterais une histoire, pourquoi il a choisi ce cadre, pourquoi ce montage, etc. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai appris. Hein. J'ai regardé des films. Un réalisateur préféré, pas forcément d'animation d'ailleurs. Oui, mais c'est celui que je vais donner, il est très, très lambda, iconique. Moi, je suis très fan de Stanley Kubrick. Ok, voilà. Attends, Ouais. millimétré. Et toi, Benjamin? moi, c'est un peu compliqué parce que je sais jamais trop comment. En plus, moi, j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où je suis devenu réalisateur très très jeune, donc c'est une chance immense que j'ai eu, tu vois, de sortir d'école et quelques mois après. Enfin, j'étais pas réalisateur tout de suite, mais je suis arrivé sur un projet. Un an après, on m'a proposé le poste de réal, donc c'est une chance unique, tu vois, que je peux pas trop. Enfin, je peux pas dire aux gens, bah oui, fais comme ça, tu vois. Oui, non. Tu sors d'école mais paradoxalement, j'ai toujours une attitude où j'ai toujours dit, moi, je veux être utile en fait au projet. Si je sens que je suis pas utile, je m'en vais en fait. Ça sert à rien que je reste. Et c'est un conseil que je donne aux gens. Le projet, quoi. Ouais, c'est ça. Faut que tu sens. Et aussi même dans la relation que tu as avec les autres, tu vois, que tu as avec ton producteur. C'est comme une relation amoureuse presque, en stoïcisme, platonique, couple, on va dire, mais de couple. Ouais. Mais quand tu travailles avec un producteur ou avec des gens, c'est que si tu sens au début que tu vois, vous dites on fera ça comme ça, et l'autre il dit on va faire rouge, et l'autre il dit on va faire bleu. Et tu dis bon, on verra ça plus tard, j'arriverai à le convaincre. Non, faut faire attention. Enfin, faut vraiment être sûr qu'on est raccord. Et moi, j'ai toujours cette attitude, même avec Chris Ménandry, tout le temps, tous les projets que j'ai faits, j'y vais en me disant voilà, est-ce que je suis utile, est-ce que je sers le projet? Dès que je le suis plus, je m'en vais, quoi. Enfin, pour être sûr aussi que ta motivation, elle vient du cœur, quoi, qu'elle vient pas d'un truc tu vois, faut oublier la gloriole, quoi. Tu vois, faut oublier de faire des films parce qu'on a envie d'aller faire une cérémonie de je sais pas quoi ou des trucs comme ça. C'est comment je peux servir l'œuvre et comment je peux faire au mieux pour aider l'équipe. C'est le seul moyen de le faire bien. Parce que si on est là juste pour le titre. Moi, je sais qu'au début, justement, quand on m'a dit tu vas faire le film avec Benjamin était déjà sur le film depuis plus d'un an, presque 2 même. Ouais, 2 ans. 2 ans. Et au début, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, waouh, ça fait 2 ans qu'il est dedans, je vais devoir arriver, faire salut. Me voilà, tu vois. En plus, tu vois, je savais que je connaissais un peu le background de Benjamin qui vient des films 2D, donc une mise en scène beaucoup plus, on va dire. Simple, enfin où il n'y a pas la caméra qui bouge, etc. Moi, j'étais très dans une mise en scène avec des travelling, des caméras, etc. Si ça va être deux salles, deux ambiances. Deux salles, deux ambiances. Et je me suis dit comment on va réussir à travailler ensemble. Et moi, j'ai été très vite rassuré. C'est pas parce qu'il est là, c'est parce qu'en fait, moi, je travaille beaucoup au feeling. Et on s'est vu, on a pris un verre ensemble, on a discuté. Et j'ai senti tout de suite qu'il était qu'il avait envie de ça, je pense qu'il avait besoin d'un copain à ce moment-là. Mais c'est bien de travailler à deux. De toute façon, moi, je travaille jamais. Enfin, je veux pas travailler seul. Justement. Mais le casting et l'entente, c'est la base. C'est un des trucs qui m'a le plus rassuré. Et c'est d'ailleurs, tout de suite, on s'est bien entendu. Et c'est une ouverture
l'écriture. Alors forcément, ça nous est arrivé de pas être d'accord sur des choses, etc. Mais ça n'a jamais été dans ce que disait Benjamin, par exemple. Je me suis jamais dit, bon, il veut pas faire ça, mais je vais réussir à le faire passer comme ci, comme ça. Ça a toujours été dans la discussion, quoi. On va trouver une solution. Complètement. Voilà. Et puis, donc c'était vraiment super. Mais moi, c'est le plus important, presque plus que le choix du film aujourd'hui. C'est-à-dire que demain, on me propose un film, j'aimerais presque savoir avec qui je vais travailler avant de dire oui pour le film, quoi. Ok. Ouais. Bah, en tout cas, vous nous avez livré une superbe œuvre. Moi, j'ai adoré découvrir ce film. J'espère qu'il y aura des suites, d'ailleurs, ça serait vraiment chouette. Il y a une mini-suite dans le générique de fin. Il y a une mini-suite dans le générique de fin, c'est vrai, c'est vrai. Un petit... Justement, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à découvrir ce film. Il y a Migration 1 et le 2 dedans. Tout est combiné. Qui est un peu court, muet et tout ça, mais il est dedans. Quelles sont vos actus l'un et l'autre? Alors, peut-être vous pouvez parler un petit peu après ce film, parce que ça vous a pris quand même pas mal d'énergie de temps. On est sur quoi, Guilo, de ton côté? Puis alors, c'est un peu compliqué. Je sais que je ne veux pas tout dire. A priori, je vais refaire un film avec Illumination. Très bien. Je peux pas dire quoi, ni avec qui, et je peux pas dire grand chose en fait. Oui. Non, sinon, pendant que je faisais Migration, j'ai fait un court métrage aussi qui va sortir visiblement sur le Blu-ray de Migration, un court métrage avec des mignons que j'ai écrit pour mon fils. Voilà. Qui s'appelle comment, du coup? Léo, mon fils. Non, mais le court métrage. Midnight Mission. Mais on l'avance, Léo. Ouais. Midnight Mission. Ouais. Ok. Cool, parce voilà. qu'il y a que j'ai réalisé avec Céline, qui était la chef compositrice du film Migration, qui a fait un travail aussi énorme sur le côté pictural. Elle et son équipe, évidemment. Super. Félicitations. Voilà. Benjamin, de ton côté? Pour moi, en fait, l'avenir avec... je peux pas vraiment en parler non plus. C'est tout est confidentiel. Malheureusement, c'est un peu compliqué. Non, après, c'est normal. Ce que je peux dire, c'est en fait, à la base, quand j'avais commencé Migration, j'étais en train d'essayer de faire un petit projet perso. Donc là, je le reprends en parallèle. Okay. Donc voilà, peut-être que ça va sortir un jour, peut-être pas. Je sais pas. C'est un peu le. Très bien. Voilà. Est-ce que vous avez des conseils de séries à regarder ou BD à lire? Tellement de choses. Une chose qui vous a marqué la récemment. Moi, je viens de finir la saison 2 de The Bear. Ah ouais. Incroyable. Je suis aussi. Mais incroyable. La saison 2 elle est encore à un niveau. Ouais, en termes, c'est la grand-mère de la réalisation qui est assez nouvelle et tout. Et... Très très fan. Ouais. Bravo. Ouais, ce que je viens de finir. Fort. Je conseille vivement. J'ai vu Sirocco et le royaume des courants d'air que j'ai adoré, mais vraiment à un point. Et malheureusement, le film il n'était pas facile d'accès, quoi. Il y avait très peu de salles qui le diffusaient. J'ai adoré ce film. Benoît Chieux. Et j'étais très agréablement surpris parce que j'avais peur que ce soit un peu trop enfantin et tout. Et beaucoup de gens disaient ah oui, c'est du Miyazaki. Et j'ai fait non, il y a une personnalité qui est extrêmement forte dans le film. Voilà, j'ai adoré le film et voilà. Donc après, il y a tellement de choses belles à voir en ce moment que j'aurais envie de passer ma journée à te dire. C'est dur de tout suivre d'ailleurs. Hier, je suis allé voir Pauvre créature, tu vois, qui est super. Enfin, c'est. Non, il y a profusion de contenu, mais c'est pour ça que c'est bien d'avoir des endroits où c'est fléché par d'autres personnes qui. S'il y a des parents en tout cas qui regardent le podcast et qui veulent emmener voir, tu vois, qui cherchent un film à voir avec leurs enfants, ça, Sirocco, c'est vraiment une super chose. Et Linda veut du poulet aussi, qui est un peu un film qui malheureusement a un peu passé inaperçu. Enfin, en tout cas, peut-être un peu à côté de son public, alors qu'il est incroyable, il est drôle, il est touchant. Enfin, l'anime française, elle est quand même assez bluffante, quoi. Donc faut pas l'oublier, quoi. C'est cool. Et si vous avez vous aussi des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, en fait, comme ça on ira tous regarder. Il faut aller voir Migration aussi quand même. Allez voir Migration, ça c'est clair. Et puis il est en VOD bientôt, donc faut pas hésiter aussi à le regarder chez vous avec vos enfants. Ça sera un super moment, ça c'est garanti. Écoutez, merci infiniment d'être venu sur le podcast. Rien, infiniment. Franchement, c'était super sympa. Il y a plein d'autres choses que j'aimerais discuter, mais on va peut-être le faire off. C'était super. Merci à vous. Beaucoup. Merci à tous.